Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer. Cette phrase, elle nous vient de Henry David Thoreau, un poète et philosophe américain du XIXe siècle. Cet amoureux de la nature est considéré par beaucoup comme un précurseur de la pensée écologique. En 1854, il publie un livre, Walden ou la vie dans les bois, une critique très vive de la société occidentale capitaliste qui commence à s'industrialiser. Un siècle plus tard, les idées de Thoreau seront reprises pour créer un nouveau concept, la décroissance. C'est un mode de vie qui évite certains excès. Lui, c'est Alain Andrians, cofondateur du parti Écolo et porte-parole du mouvement politique des objecteurs de croissance. Ça veut donc bien dire que tout le monde ne doit pas décroître, que dans le monde tel que nous vivons, il y a des gens qui manquent encore de l'essentiel, du strict nécessaire. Et donc c'est une formule des objecteurs de croissance, c'est vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. La décroissance, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est pas un concept économique ni politique, c'est avant tout un slogan provocateur ou un mot au but. Romain Gelin, chercheur au Gréséa, le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, et auteur du livre Des limites de la transition pour une décroissance délibérée. Qui vise à s'opposer au productivisme et à l'idée qu'ont à peu près tous les partis politiques de forcément rechercher la croissance. Quand on parle de croissance économique, on parle de l'augmentation du PIB, autrement dit l'ensemble des richesses économiques produites en un an par un pays. Et la croissance, on en entend beaucoup parler. La croissance économique, Une croissance de 1,1%. Ces années sans croissance. Légèrement la croissance à la baisse. Ça veut dire quoi? Alors pourquoi la croissance a-t-elle pris une telle importance dans nos économies? Pourquoi cette augmentation du PIB est-elle considérée comme le Graal à atteindre? Alors il y a beaucoup d'explications pour cette addiction à la croissance du PIB très largement à travers le monde. Lui, c'est Philippe Romand. Il est professeur d'économie à l'ICHEC et à l'UC Louvain. Il est spécialisé en économie écologique. Une première explication, c'est que le PIB est très fortement lié aux revenus. Donc on n'a pas envie que ces revenus baissent, que le pouvoir d'achat et la consommation que cela permet baissent également. Donc on a tendance à plutôt préférer une augmentation des revenus, notamment si on tient compte du fait qu'il y a de l'inflation. Et donc, si on ne veut pas que notre pouvoir d'achat soit trop dégradé, eh bien, cette croissance peut paraître absolument indispensable. La croissance a donc des effets bénéfiques à court terme, notamment sur l'emploi, le pouvoir d'achat ou encore les revenus de l'État. Mais qui dit croissance économique dit forcément augmentation de la production et donc de la consommation. Alors, quels effets à long terme d'une croissance infinie dans un monde où les ressources sont limitées? Certains économistes ont tendance à penser que lorsque le PIB augmente, ça apporte à la fois des bienfaits, plus de capacité de consommation, etc., mais aussi des problèmes. Voilà, on est dans des économies où il y a déjà beaucoup de voitures, où il y a beaucoup de supermarchés, où il y a beaucoup de ceci, cela. Et accroître encore l'activité économique, c'est aussi augmenter tous les coûts liés à la congestion. Le temps qu'on passe dans des bouchons, la pollution de l'air, etc. Et donc, tous ces coûts tendraient à être plus importants maintenant que les avantages apportés à la croissance. Je pense qu'on a probablement dépassé certaines limites, même si on s'arrêtait demain d'émettre du CO2 au niveau mondial, la température continuerait quand même à augmenter au cours des prochaines décennies. Le carbone qui a été émis dans l'atmosphère, il se dégrade pour partie au bout de quelques décennies, mais il y a toujours des traces qui restent pendant des milliers d'années. Donc toutes les matières et combustibles fossiles qu'on a utilisés au cours des 2 dernières décennies vont rester dans l'atmosphère pendant au grand minimum des siècles. Cette notion de limite, on en parlait déjà dans les années 70 avec la publication par 4 chercheurs du MIT du rapport Meadows. La conclusion de ce rapport est claire. S'il n'y a aucun changement dans les tendances de croissance économique et démographique, on arrivera à un point de rupture dans les années 2030. Au même moment, on commence à parler du jour du dépassement. Autrement dit, le jour à partir duquel l'humanité a épuisé l'entièreté des ressources que la planète est capable de produire en un an. Ce jour, il arrive de plus en plus tôt chaque année, mais en 2020, il est arrivé 3 semaines plus tard qu'en 2019. La raison, elle est simple, la pandémie de Covid-19. Un exemple de décroissance subie, c'est la crise du Covid qu'on est en train de connaître depuis un an. Donc l'économie s'est complètement arrêtée, le PIB a chuté de quelques pourcents. Donc là, on est dans un cas de décroissance un peu forcée. La décroissance, soit on va la subir, comme on le connaît là, par des
par des crises économiques, par des pandémies, ou soit on risque de la subir au bout d'un moment par le manque d'accès aux matières premières. Des crises comme celle de la Covid-19 deviendraient donc de plus en plus fréquentes. Nos sociétés subiraient alors une décroissance forcée. Mais du coup, est-ce que cette décroissance signifie forcément un retour en arrière ? En général, les décroissants n'aiment pas trop utiliser cette expression parce que c'est souvent utilisé par des hommes politiques pour dénigrer ce courant de pensée. Il y a Macron, il y a quelque temps, qui parlait des Amish. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Je préférerais plutôt parler de pas de côté que de retour en arrière. Il y a toute une série de gestes que l'on peut poser individuellement, mais ça reste très limité. C'est ce qu'on appelle les colibris, les gens qui changent leur mode de déplacement, de nourriture, de s'habiller, de consommer. Vous habitez dans le fin fond de la campagne et vous voudriez vous passer de voiture. S'il n'y a pas de transports en commun, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment, on peut décider de changer individuellement et ça fait plaisir à chacun de dire au moins moi je ne suis pas complice de leur folie. Mais il faut un changement global, sociétal et donc politique. Justement, le monde politique et les citoyens sont-ils prêts à faire ce changement ou bien la décroissance est une utopie ? Est-ce que les gens seraient prêts à décroître ? Pour partie, oui. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience que toujours plus, c'est pas forcément toujours mieux. Mais on se rend compte aussi que les intellectuels, les gens qui comptent, qui il y a 10 ans nous disaient « oui, vous êtes sympa, mais bon, votre truc c'est un peu farfelu », d'année en année, on les voit tomber et se rapprocher de plus en plus de nos idées. Donc ça, c'est encourageant de se dire on est de moins en moins isolés, de plus en plus de gens pensent comme nous. Néanmoins, la force du système, c'est de ne quasiment pas bouger d'un iota. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent là-dedans. Voilà, qui s'engagent là-dedans, qui disent le PIB, on va un peu le mettre de côté, on va un peu l'oublier dans un premier temps, et puis on va se concentrer sur vraiment ce qui est important. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est très audible aujourd'hui, ça devient en tout cas de plus en plus audible, et ça permet aussi de penser un peu l'économie autrement, en la remettant à sa place de moyens à l'intérieur de la recherche de fins avec des contraintes. Depuis le début de la crise sanitaire, notre système montre ses limites. On a beaucoup parlé du monde d'après. Il est clair que notre société est à un tournant, reste à savoir quelle direction elle va prendre.